Bonsoir, merci à tous de votre présence. Merci pour cet hommage que nous allons rendre maintenant à Albert Memmi. Albert Memmi est parti le 22 mai dernier, à l'âge de 99 ans. Il a donc traversé un siècle de l'histoire contemporaine, de l'histoire juive, de l'histoire de France, de l'histoire du Maghreb et de la décolonisation. Il a été sociologue et écrivain. Sociologue au temps où la sociologie n'était pas encore irrémédiablement devenue une science d'administration et un outil de domestication, où elle était encore une facette légitime du travail de la connaissance, où elle ne s'arrêtait pas toujours là où commence le sujet humain. Pour Memmi, dans les montages de l'encadrement académique, s'apprenait en intitulé de passage celui à Tunis de psychosociologie, à Paris à l'école pratique des hautes études au CNRS de psychiatrie sociale. Écrivain, et pas des moindres, il entre en littérature avec la statue de sel, préfacée par Albert Camus, on pourrait dire adoubée. Et puis, dans l'entrelacement du travail du savoir et de l'art du bien-dire, ce travail de la littérature, ce bénédictio qui fait bénédiction du sujet humain, il publie son essai « Portrait du colonisé », à son tour adoubé par Nadine Gordimer, écrivain juif d'Afrique du Sud, prix Nobel de littérature en 1991 pour la traduction anglaise. Et Léopold Sédar Senghor, figure d'un rêve épuisé, celui où l'homme politique et le poète ne s'excluaient pas. Né dans une famille pauvre, de pauvres juifs, du quartier juif de la Hara à Tunis, d'un père bourrelier et d'une maman analphabète, accédant à la condition humaine du Raï Medaber, du vivant parlant par le judéo-arabe, Albert Memmi devra à l'Alliance israélite universelle d'être catapulté dans la vie qui fut la sienne, pour nous délivrer au cours de celle-ci des regards, des explorations, des nominations, des concepts. Et encore une leçon comme d'un père à ses fils essentiels, celle dans la bouche d'Alexandre Mordechai Ben Ilouche, une leçon de celui qui n'oublie jamais, ne se dissimule jamais sa situation originelle et fondatrice, juif et pauvre, comme une ontologie. Il sera chez eux, mais jamais l'un des leurs. Albert Memmi a eu l'occasion de dire sa dette insoldable à l'Alliance israélite universelle. Il nous revenait, par évidence, avec Jean-Claude Kuppermank et Ariel Danan, que le moindre était à notre tour de lui exprimer une dette sous forme d'un hommage, celui de ce soir, avec quelques-uns de ceux qui furent de ses amis, de ses élèves, de ses intimes, présents ici pour dire ce qu'ils lui doivent à jamais. Nous entendrons tour à tour Guy Dugas, Antoine Spire, Daniel Dayan, Patrick Vassor, Annie Dayan-Rosenman, et puis Jean-Claude Kuppermank qui conclura cet hommage. Si je n'avais pas été à l'Alliance, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Pas grand-chose, mais vraiment je lui dois tout. Qu'un jour, les gens de l'Alliance sont venus voir mon père et lui ont demandé de donner une bourse au petit garçon que j'étais. Et à partir de là, maintenant je suis professeur d'université. C'est ça l'Alliance, vous savez, ça nous a sauvés. Ce que je dois à l'Alliance est incontournable, vous savez. Je crois que c'est ça que je voulais dire simplement. Je vais donner la parole à Guy Dugas maintenant pour commencer, professeur des universités, spécialiste du domaine arabe et des minorités en Méditerranée et de la littérature maghrébine d'expression française. Il dirige à l'université de Montpellier III le fonds Robles Patrimoine méditerranéen qui accueillera des documents d'Albert Memmi. Guy Dugas a édité le journal de guerre 39-43 d'Albert Memmi et était très proche de lui jusqu'à ses derniers jours. Je laisse la parole à Guy Dugas. Merci Gérard. Je me méfie toujours un peu des hommages et puis par les temps qui courent avec toutes les disparitions que nous connaissons,
particulièrement dans le domaine qui est le nôtre. Je pense à Gisèle Halimi, je pense à Jean Daniel également et d'autres. On n'en finirait pas de rendre hommage. Donc, plutôt que de fixer l'image d'Albert Memmi dans un hommage, j'ai choisi de continuer à le faire vivre en travaillant avec son accord d'abord et puis maintenant avec celui de ses enfants, de ses ayants droit, sur son œuvre dans une perspective en même temps critique et génétique d'élaboration des œuvres complètes. Et plus particulièrement, et c'est de cela que j'ai choisi de vous parler aussi aujourd'hui, actuellement, son journal intime. Avant tout parce que dans le cadre de ce projet d'édition, je travaille actuellement sur ce journal intime, plus particulièrement sur un premier volume qui devrait paraître d'ici 5 à 6 mois chez CNRS Éditions, qui portera sur les années 1936 à 1962, c'est-à-dire de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, 32 ans. Il se trouve que Memmi a tenu un journal intime depuis cet âge-là, 16 ans, jusqu'à sa disparition, pratiquement. Alors, la question que l'on peut me poser, c'est pourquoi, après avoir publié, dans le cadre de ces œuvres complètes, de cette édition critique et génétique, après avoir publié les portraits, et alors que toute l'œuvre de fiction reste encore à travailler, à analyser, à republier dans cette même perspective, et alors que je suis moi-même littéraire, pourquoi est-ce que je n'ai pas privilégié cette œuvre de fiction ou d'autres essais que les portraits? Il y a de très nombreux essais sur le racisme, sur je pense à ce que je crois, je pense à ces derniers essais, le nomade immobile, le testament insolent, etc. Et pourquoi avoir préféré travailler sur le journal alors que c'est précisément l'œuvre de fiction qui m'a rapproché, il y a maintenant plus de 40 ans, d'Albert Memmi. Eh bien, je parlerai plutôt du journal et je travaille surtout sur le journal parce que d'abord, c'est un genre qui m'intéresse. J'ai déjà travaillé sur des journaux intimes, notamment éditant celui de Pierre Loti ou celui de Jules Roy, mais aussi et surtout parce que je considère que cette expérience du journal intime, de ce que Éric Marty appelle l'écriture du jour, est particulièrement révélatrice et particulièrement fondatrice, formatrice. Révélatrice parce qu'elle est un véritable baromètre d'une existence personnelle et aussi d'une existence collective. C'est à la fois le journal un bulletin de santé et chez Memmi les notations sur sa propre santé, ses inquiétudes, abondent, mais il n'est pas le seul, on trouve cela dans de très nombreux journaux intimes. Bulletin météo également, analyse de faits divers, et là c'est particulièrement intéressant parce que ces faits divers sont saisis au jour le jour et avant même que certains de ces faits n'entrent dans l'histoire. Et on mesure ainsi
combien le diariste, l'auteur du journal intime, prend ou ne prend pas conscience aussi rapidement de l'importance de ces événements. Ainsi, à la veille de la Grande Guerre 39-45, Albert Memmi énonce quelques réflexions qui peuvent être étonnantes, évidemment, au regard de ce qui se passera durant cette guerre et qui constitueront un des événements majeurs du siècle. Expérience formatrice aussi, parce que le statut du journal intime, ces réflexions à l'emporte-pièce dont je parlais, ces événements saisis à la volée et sans prétention à publication, du moins publication immédiate, tout cela est propre à forger une écriture, un style, comme on disait dans le temps. Et puis, travaillant plus particulièrement, comme Gérard Rabinovitch l'a dit, sur les œuvres d'auteurs francophones, pour ce qui me concerne, j'ai toujours été curieux de mesurer, de savoir comment un écrivain dont le français n'est pas la langue maternelle s'y emploie pour acquérir peu à peu, avec plus ou moins de difficultés, l'instrument grâce auquel il va par la suite construire, élaborer une œuvre magistrale. Sur ce plan, le cas d'Albert Memmi est tout à fait symptomatique, puisque on sait que ça n'est pas avant l'âge de 6-7 ans et l'entrée à l'école de l'Alliance israélite que Albert Memmi s'est mis au français. Son journal est d'ailleurs significativement parsemé de façon d'abord constante, puis abondante, enfin de manière de plus en plus épisodique, mais pas avant l'âge de 22-24 ans, de manière donc plus épisodique, de fautes de français, de fautes de grammaire également, qui sont révélatrices évidemment de cet apprentissage. Certaines de ces fautes d'ailleurs perdureront plus longtemps, notamment des points que l'on sait difficiles dans l'apprentissage de la langue française, c'est l'usage des temps et des modes de conjugaison. Mais l'intérêt du journal de Memmi ne se limite évidemment pas à cela, et il va bien au-delà. Toute l'œuvre de Memmi est en germe, contenue dans son journal. Ainsi, après la publication du journal de guerre dont on a parlé, tous les lecteurs ont pu faire le rapprochement entre certains événements racontés, saisis sur le vif dans le journal de guerre et les chapitres correspondants, la guerre et les camps, dans le premier roman, La Statue de Sel, la façon dont cela est romancé, fictionnalisé dans La Statue de Sel. Le journal, c'est aussi le laboratoire de l'œuvre, c'est-à-dire que pour certains ouvrages savamment échafaudés, élaborés, le journal constitue un appareil, une sorte d'atelier du roman. Par exemple,
des années 1962 à la publication du Scorpion en 1969, sur 6-7 ans, Memmi a tenu un journal du Scorpion où toute la matière, et vous savez que le Scorpion est un roman extrêmement élaboré, avec une polyphonie, des jeux de niveau de langue et d'expression, et puis cette fameuse théorie des couleurs qu'il a voulu mettre en application de l'écriture colorée, et tout cela est mentionné dans un journal du Scorpion que Memmi d'ailleurs avait réuni un peu à part du journal intime, cela posant ces mises à l'écart d'un certain nombre de pages, posant un certain nombre de problèmes d'édition évidemment, et ça c'est un autre problème que je n'aborderai pas ce soir. Le journal évidemment dit aussi tout ce qui n'est pas dit dans l'œuvre. Par exemple, les journaux de voyage d'Albert Memmi, qu'il a aussi mis à part, sont particulièrement éclairants là-dessus. Je pense à un journal israélien qui regroupe tous ses voyages en Israël et non seulement ce qu'il y a fait, les rencontres qu'il a pu y faire, mais également un certain nombre de ses idées. Or, vous le savez bien, il y a un certain nombre de problèmes et d'idées sur lesquelles on dit un peu tout et n'importe quoi, parce que justement, l'œuvre, elle, n'est pas muette, mais elle est sur ce plan assez discrète. Je pense par exemple aux idées sionistes d'Albert Memmi. Eh bien, le journal intime, il me semble, devrait permettre de révéler un certain nombre de choses sur ce plan-là. Voilà ce que je voulais dire. Pour conclure, je reviendrai à ma remarque initiale. Ça fait très longtemps que je connais Albert Memmi et je l'ai côtoyé jusqu'au bout. Nous avons travaillé ensemble et c'est cela que je voudrais que l'on retienne de notre relation. Je n'ose pas dire notre amitié parce que nous avions l'un et l'autre, nous avons toujours gardé l'un et l'autre une grande distance. Et par exemple, nous nous sommes toujours vouvoyés. Et je voudrais que l'on conserve et que lui aussi sache, par-delà les temps qui nous séparent maintenant, que je m'emploierai à laisser cette œuvre vivante, vivre, continuer de vivre, parce que c'est cela dont on a besoin. Que la pensée et que l'œuvre d'Albert Memmi voyagent. Merci. Merci beaucoup, Guy. Merci de votre intervention, mais aussi merci de tout votre travail et de tout ce que vous nous promettez de lecture et de poursuite du voyage avec Albert Memmi. Je vais passer la parole maintenant à Antoine Spire. Antoine Spire est à la fois journaliste, à la fois chercheur, à la fois éditeur, journaliste de presse écrite et de radio, intellectuel contemporain qui a été directeur du département de recherche en sciences humaines à l'Institut national du cancer. Chaque vendredi, de 21h à 22h30, il anime Tambour battant, une émission culturelle de 90 minutes sur Demain TV. Il a été l'élève
d'Albert Memmi à HEC. Avant de devenir son ami, nous l'écoutons aussi dans son hommage et dans son témoignage. À toi, Antoine. Merci Gérard. Alors moi, c'est vrai que j'ai été l'élève de Memmi en 1967, donc ça fait à peu près 53 ans. C'est comme ça que ça a commencé. Il faisait un séminaire pour une petite partie des élèves de ma promotion d'HEC, un séminaire de français et de philosophie. Et j'ai suivi ce séminaire avec passion. Et je dirais que je n'ai plus quitté Memmi, au sens où on a continué à se voir après, bien que j'avais été son élève seulement, mais on a gardé une relation assez forte. De mon point de vue, je voudrais insister sur le point essentiel, puisque Gérard nous a appelé à évoquer le point essentiel de l'œuvre de Memmi. Pour moi, c'est tout ce qui est ressorti aujourd'hui du portrait du colonisé et puis ensuite du portrait du décolonisé. Et je voudrais insister là-dessus parce que ça me semble tellement actuel cette année où il avait 99 ans que je crois qu'on se rend compte de l'héritage qui est le nôtre et que nous a laissé Albert Memmi. Je voudrais rappeler que c'est en 1957 qu'il avait publié ce portrait du colonisé, précédé d'ailleurs d'un texte de Jean-Paul Sartre, qui aujourd'hui est un classique. Alors Sartre d'ailleurs écrivait à propos de ce portrait du colonisé: cet ouvrage sobre, clair, se range parmi les géométries passionnées, son objectivité calme, c'est de la souffrance et de la colère dépassée. Voilà ce qu'écrivait Sartre. L'essai sera traduit, comme tu l'as rappelé, Gérard, en anglais avec une préface de la sud-africaine Nadine Gordimer. Memmi, à l'époque, avait déjà à son actif la statue de Celle, donc on a évoqué tout à l'heure, préfacée par Albert Camus, où il évoquait Tunis. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, Camus disait la chose suivante: c'est un écrivain français de Tunisie qui n'est ni français ni tunisien. C'est à peine s'il est juif, puisque dans un sens, il ne veut pas naître, il ne veut pas l'être. Voilà ce que disait Camus dans sa préface. Et j'ajoute, Memmi, à cette époque, a été étonné de cette préface, et il disait: j'étais une sorte de métis de la colonisation qui comprenait tout le monde parce qu'il n'était totalement de personne. Voilà ce que confirmait Albert Memmi lui-même quelques années plus tard dans la présentation du portrait du colonisé. Et je dirais que ce portrait du colonisé a donc été publié en pleine guerre d'Algérie, et son nom a commencé à franchir les frontières et a été salué par les partisans de l'indépendance, évidemment. Et ce livre a été décrié par les gens assez nombreux qui, à l'époque, étaient favorables au maintien plus ou moins aménagé de l'ordre colonial. Je dirais que l'ouvrage sera également pris pour cible quelques années plus tard par des étudiants maghrébins nationalistes, arabo-musulmans, et qui refusaient à Memmi, au fond, d'être du côté des colonisés parce qu'ils l'accusaient de sionisme. Il ne pouvait donc être du côté des colonisés. Et je dirais que c'est à partir de cette opposition que je voudrais réfléchir. Parce que Memmi était déjà très clair et très net dans ce livre, Portrait du colonisé. Il disait: le colonisé a besoin de supprimer la colonisation. Mais pour devenir un homme, il doit supprimer le colonisé qu'il est devenu. Ça, c'est très, très important. Et il faut y réfléchir aujourd'hui où un certain nombre de gens se considèrent comme des racisés, alors qu'il n'y a plus de colonisation, ou se considèrent comme les héritiers de cette domination coloniale. Et je crois que s'il veut parvenir à ce résultat, disait Memmi, il faut que le colonisé se conquiert libre vis-à-vis de la religion de son groupe et qu'il cesse de n'exister que par elle. De même qu'il doit se rendre libre vis-à-vis de la nation, de la tradition ou de l'ethnicité. Et dans cet essai prémonitoire était dénoncée déjà la fameuse opposition entre Orient et Occident, antithèse durcie par le colonisateur
soucieux d'instaurer une barrière définitive entre lui et le colonisé. Je dirais que près d'un demi-siècle plus tard, terrorisme islamique aidant, le bilan apparaît d'une certaine façon comme confirmant l'analyse de Memmi. Mais bien plus, en 2004, Albert Memmi donc fait ce portrait du décolonisé, arabo-musulman et de quelques autres, puisqu'il a ajouté arabo-musulman et de quelques autres. Et là, je dirais que le portrait est loin d'être globalement positif, pour reprendre cette expression. Si le temps a passé depuis le portrait du colonisé, Memmi ne retire rien de ce qu'il avait dit à propos des libérations nationales. Sartre soulignait dans sa préface que le colonialisme refuse les droits de l'homme et à des hommes qu'il a soumis par la violence, mais sans laver le colonisateur de certaines séquelles, de certains problèmes de langue, d'acculturation, d'exploitation des ressources, il dit qu'il serait égoïste et irresponsable de ne pas regarder devant la porte du décolonisé depuis le temps qu'il est libre. Et lorsqu'on met de côté l'insoluble question des frontières arbitraires, le reste relève de leur responsabilité, écrit Memmi. C'est triste à dire, mais le sort du colonisé d'hier s'est encore dégradé après le départ de celui qu'il considérait comme un oppresseur. Voilà ce que dit Memmi. L'indépendance n'a pas rendu le décolonisé heureux. Les indépendances ont restreint les libertés dans beaucoup de pays et n'ont souvent été qu'un simple transfert de pouvoir, écrit Memmi, dans le sens négatif du terme. Comprennent le monde arabe, comprennent l'Afrique noire, les violences sont plus fortes, plus visibles qu'au temps de la colonisation. Et Memmi de dire que les génocides biafrais, rwandais, la guerre civile algérienne, les charniers de la Côte d'Ivoire, tous ces actes d'ignominie n'ont été perpétrés que par des fils du pays. La décolonisation était bien sûr indispensable, mais elle a été le fruit amer, teinté de deuil. Et avec de nouvelles classes bourgeoises, je ne fais quasiment que paraphraser Memmi, avec de nouvelles classes bourgeoises, nées sous le nez d'autochtones, plus que jamais réduits à la misère. Alors là, je dirais que Memmi ajoute qu'à l'indépendance, et il essaie d'analyser ça, l'erreur fondamentale a été de décoloniser, de déconsidérer l'économie. Avec le recul, dit Memmi, il affirme que les discours d'exaltation des fiertés nationales par la culture étaient un leurre. La liberté, on en jouit, mais ce n'est pas elle qui fait bouillir la marmite. C'est cet aveuglement qui a permis l'émergence des bourgeoisies locales. Et sur fond de dictature, de corruption, de népotisme. Sinon, comment des pays comme l'Algérie, le Nigeria, le Venezuela, le Mexique ou les Émirats du Golfe pourraient-ils afficher des misères aussi insultantes, se demande Memmi. On évalue entre 40% et 80% les ressources nationales placées à l'étranger. Des rues entières à Londres et dans d'autres métropoles, écrit Memmi, appartiennent à des magnats arabes et à des hommes politiques africains. Si la richesse n'est pas réinvestie dans le pays, eh bien, on ne crée pas d'industrie nationale. D'où le chômage, d'où la pauvreté, d'où l'émigration, la violence, qui sont la marque de l'échec des pays du tiers-monde. Le ressentissant se tourne aujourd'hui vers les pays de l'ancien oppresseur. La honte, d'une certaine façon, le plus dramatique, c'est la fuite des cerveaux. Alors un triptyque destructeur semble s'installer. Je dirais que pauvreté, chômage, violence, voilà ce qui devient essentiel. Et pour répondre à la violence, il n'y a plus que la contre-violence ou la tyrannie. Et d'une certaine manière, on peut dire que les Arabes ont raison de dire, écrit Memmi, qu'aucun pays du tiers-monde ne peut s'en sortir sans un régime fort, car sans l'usage de la force, c'est le désordre total. Je pense que cette analyse, aujourd'hui encore, est tout à fait performante, et elle nous dit quelque chose d'essentiel. Le problème, c'est que la tyrannie produit à son tour une réaction populaire encore plus violente, ce qui crée un climat d'instabilité permanente et décourage, je dirais, les investissements, évidemment, et notamment les investissements internationaux. C'est un cercle vicieux
dont il semble impossible de sortir. Les situations, bien sûr, sont diverses. Les pays d'Afrique n'ont pas connu l'État-nation et ils conservent encore des structures tribales. L'Afrique ne dispose pas d'institutions suffisamment puissantes pour transformer la condition générale des populations, pense Memmi. Et l'Amérique latine est encore globalement un échec, dit-il. À entendre certains experts, le poids des populations autochtones est lourd à porter pour des économies toujours fragiles. Et malgré le mythe très en vogue qui veut que les peuples primitifs soient parés de toutes les vertus, eh bien, on peut dire que la culture occidentale n'est pas forcément responsable de tous les maux. Et en ce qui concerne le monde arabe, et ça c'est important, il en va différemment. Il existe à l'origine une forte culture, dit Memmi, mais cette culture est fossilisée. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire même de la France qu'on a réfléchi sur les raisons, je dirais presque de cet arrêt de la progression du monde arabe sur le plan économique, social, politique, culturel. Chaque fois que l'on parle avec un intellectuel arabe, disait Memmi, il cite Averroès, qui est du XIIe siècle, alors qu'il faudrait aborder courageusement la modernité. La modernité, alors qu'il y a au contraire des ruptures à réaliser avec le passé. Observer la condition des femmes ou la place de la religion dans la conduite des affaires civiles, les intellectuels arabes n'ont pas su, n'ont pas voulu prendre radicalement leur distance avec le système. Je dirais que pour Memmi, le lien entre la religion et la société est ancré dans les mentalités et l'inconscient arabe. Alors peut-être il y a des gens qui vont être gênés par le fait que je cite le mot arabe comme ça. C'est comme ça dans le livre, hein, mais ce n'est pas une manière de figer les choses en disant arabe. C'est une manière de prendre en compte la culture telle qu'elle est. Je vois bien ce qu'on pourrait dire sur la manière de fixer le mot arabe et de ce que ça pourrait sous-entendre, je dirais même comme racisme éventuel. Pas du tout chez Memmi. Pas du tout, parce qu'il ne s'agit pas de figer, il s'agit de prendre en compte la culture, l'histoire de toute une population. C'est une philosophie dans laquelle le religieux et le profane coïncident, ce qui s'oppose à l'exercice de l'esprit critique, dit Memmi. Et je crois que c'est juste, parce que sans esprit critique, on ne peut pas, au fond, avoir devant la nature la liberté de pensée indispensable pour pouvoir la maîtriser. Et la critique est interdite dans la plupart des pays arabes, sous peine de prison ou d'exil, écrit Memmi. Et le grand acquis de l'Europe, c'est d'avoir la liberté de l'esprit critique. Et Memmi de s'interroger pourquoi le monde arabe, au fond, ne diffuse plus l'esprit critique, n'accepte plus l'esprit critique. Ainsi a pu se produire le développement des sciences et de la philosophie en Occident, mais dans le système arabe-musulman, arabo-musulman, la discussion consiste encore à savoir comment concilier la raison et la foi. Il n'y a plus aucun savant occidental sérieux pour concevoir les choses de cette manière, dit Memmi. Si vous prenez les savants les plus avancés de notre pays, ils peuvent éventuellement avoir une pratique religieuse. Je pense à Trygve Santran, par exemple, qui s'occupe de l'espace. Voilà quelqu'un qui a un engagement religieux. Mais jamais son engagement religieux ne vient, je dirais, s'articuler avec son travail et ses connaissances. Bien sûr, il existe de grands scientifiques donc, qui s'affirment fondamentalement catholiques, mais ils ne mélangent pas les deux, dit Memmi. Et on connaît la fameuse phrase de Pasteur, grand catholique, je cite, « Quand j'entre dans mon laboratoire, je laisse mes convictions au vestiaire ». Et c'est important parce que rien de tel n'existe dans l'islam en dehors de quelques rares individualités. C'est pourquoi Memmi veut défendre la laïcité avec ferveur. Je dirais, nous tous qui réfléchissons aujourd'hui sur le formidable avantage qu'est la laïcité française, eh bien, pensons que quelqu'un qui l'a bien soutenu et qui a bien montré le rôle qu'elle jouait, c'est Albert Memmi. Non pas parce qu'elle représente une valeur en soi, mais parce qu'elle est la seule manière de séparer
les activités politiques, intellectuelles et scientifiques des croyances religieuses. C'est cette liberté qui a permis l'émergence de toute une pléiade de grands philosophes juifs contemporains. Et pourtant, les Juifs n'avaient ni État, ni pouvoir politique, tandis que les Arabes disposaient des deux, et d'État et de pouvoir politique. Il est évident qu'il n'y a pas une pléiade de grands philosophes arabo-musulmans contemporains. Beaucoup d'entre nous, on s'interroge sur cette question. Pourquoi si peu de penseurs arabo-musulmans susceptibles dans le monde arabo-musulman de penser la situation de leur univers? Antoine, excuse-moi, est-ce que tu peux conclure, bien que je trouve que ça fait déjà force. J'ai presque fini. Bon. En fait, cela parce qu'il refuse de toucher, je dirais, à une virgule des textes sacrés. Et c'est ça qui est important. Mémie explique que les textes sont faits pour que nous les repensions constamment. Au cours de l'histoire, nous ajoutons, nous retranchons, nous choisissons. Et je dirais que la pensée libre se nourrit de cela. Et c'est la raison pour laquelle, pour Mémie, je dirais que la formation des gens à l'esprit critique est absolument essentielle et fondamentale. Et d'une certaine façon, s'il y a la violence du terrorisme, et je terminerai par là, s'il y a la violence du terrorisme, pense Mémie, eh bien, elle vient d'un certain désespoir quant à l'impossibilité de penser réellement la situation dans laquelle on est de façon critique. En s'accrochant à la religion sous forme d'une espèce de dogme, eh bien, on passe à côté de la réflexion critique sur la société et petit à petit, de ce dogme, devant le désespoir que ce dogme ne correspond pas à la réalité et ne nous permet pas d'embrayer sur la réalité, eh bien, il y a la pratique du terrorisme. Alors, ce livre était paru en 2004, Le portrait du décolonisé, et à mon avis, c'est un livre à laquelle on n'a pas fait suffisamment attention et qui nous aide à penser la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Antoine. Merci de nous avoir non seulement rappelé les fondamentaux de la pensée de Mémie, mais également l'actualité de la pensée de Mémie. Donc, si Mémie est actuel, c'est qu'il anticipait et qu'il avait vu des forces profondes en train de travailler, malheureusement, du côté de la force obscure du monde. Merci Antoine. Je vais passer la parole à Daniel Dayan. Daniel Dayan est sociologue de la culture, il est anthropologue des médias, il est aussi théoricien du cinéma, diplômé de la Sorbonne, de l'École des hautes études en sciences sociales et de Stanford University. Il a été directeur de recherche au CNRS et professeur à la New School for Social Research à New York. Il a publié 6 livres, environ 200 articles. Il a reçu le ICA Fellow Award pour sa contribution à l'anthropologie des médias. Je laisse la parole maintenant à Daniel. Je m'inscris dans la continuité de ce que vient de dire Antoine, en ce sens que je vais regarder du côté du Mémie politique, du Mémie essayiste, et mon propos consiste à opposer 2 frères ennemis, ou 2 frères qui ne sont pas nécessairement ennemis, mais qu'on a construits comme des frères ennemis. 2 presque frères. Ces 2 presque frères sont Albert Memmi et Frantz Fanon. L'un est le frère conspué et l'autre, c'est le frère célébré. L'un, celui dont nous parlons aujourd'hui, Albert Memmi, est conspué dans la revue d'études coloniales, et je vais revenir sur la façon dont on le traite avec une sorte de commisération quasiment psychiatrique. Comment, dit la revue d'études postcoloniales, un héros de l'anticolonialisme a-t-il pu tomber si bas? Il se trouve que Albert Memmi a un alter ego qui est Frantz Fanon. Ils travaillaient ensemble, ils travaillaient dans le même hôpital, ils travaillaient en même temps et ils faisaient tous les 2 de la psychothérapie, puisque Memmi a aussi été psychothérapeute. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que l'un devient le héros d'une sorte de nouvel universalisme et l'autre est repoussé du côté des intellectuels locaux, des intellectuels rechignés, des intellectuels nationalistes et des intellectuels ethniques.
Donc nous avons un MEMI ethnique qui est inventé par la revue d'études postcoloniales, et je m'intéresse aux raisons pour lesquelles l'un a été célébré et l'autre conspué. Il me semble que parmi ces raisons, il y a l'extraordinaire lucidité de MEMI. Et il y a aussi l'extraordinaire méconnaissance de la carrière de Fanon et l'extraordinaire méconnaissance de la vie de Fanon, notamment par Frantz Fanon lui-même. Frantz Fanon est l'exemple d'une méconnaissance dont, depuis l'histoire d'Oedipe, on connaît les conséquences. Alors, je voudrais ici dire que je vais reprendre un essai de Memmi sur Fanon. C'est un essai que Memmi a écrit à la mort de Fanon. C'est un essai où il montre que Fanon, épuisé par les contradictions qu'il portait, a pratiquement explosé. Et c'est un essai qui a cet avantage qu'il est écrit par un romancier, et par un romancier qui a de la sympathie pour Fanon. Donc, il s'agit de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Fanon. Et autour de cette question, j'essaye d'aborder ce qui me paraît essentiel. C'est la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel universaliste. Puisqu'on accuse Memmi de ne pas l'être, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que cet animal étrange, l'intellectuel universaliste. Est-ce que c'est simplement un pléonasme? Ça consiste à dire deux fois la même chose? Ou bien est-ce que les intellectuels universalistes se distinguent d'autres sortes d'intellectuels que j'appellerais par exemple des intellectuels enracinés? Est-ce que pour être un véritable intellectuel universaliste, il faut commencer par arracher ses propres racines ou même à tirer sur ses bottes de façon à s'élever dans les cieux comme un certain baron de Munchausen? Donc, c'est la question que je pose et c'est aussi la question qui s'accompagne d'une autre question. Sartre a expliqué qu'il était un véritable intellectuel et un intellectuel universaliste parce qu'il se mêlait de tout ce qui ne le regardait pas. Est-ce que ça veut dire que l'incompétence est la condition de la position d'intellectuel universaliste? Et est-ce que ça veut dire que pour devenir intellectuel, il faut se déraciner? Deuxièmement, je voudrais raconter une histoire personnelle. J'ai été l'élève de Memmi quand j'avais autour de 20 ans et j'étais ce qu'on appelait aujourd'hui altermondialiste. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. J'étais un altermondialiste et je voulais devenir cinéaste. J'ai été admis dans une école de cinéma qui s'appelait alors IDEC. J'en ai été expulsé juste avant le début des cours, sur la demande de l'ambassadeur du pays dont j'espérais représenter un jour le cinéma. Je suis alors allé voir Albert Memmi, qui avait été mon professeur d'anthropologie, et qu'il était toujours, et mon mentor. Memmi m'a aidé à prendre une décision qui a changé ma vie. Pourquoi, m'a-t-il dit, tenez-vous tant à appartenir à un pays qui ne veut pas de vous? Ce pays du tiers-monde est-il votre seule identité? N'avez-vous pas des racines plus profondes? N'avez-vous pas, d'une part, celles qui vous rattachent à un groupe stigmatisé? N'avez-vous pas, d'autre part, celles qui vous rattachent à une tradition des Lumières? Le geste de l'ambassadeur était un geste prévisible. Il ne fallait m'en prendre, m'a dit Memmi, qu'à ma stupide naïveté. La naïveté de croire que je serais considéré comme n'importe qui dans ce pays. Pour Memmi, ma perplexité était un merveilleux objet d'analyse. Vous savez, me dit-il, vous êtes un peu fou. Son commentaire était sarcastique, mais ce commentaire était aussi chaleureux. Ce commentaire m'a convaincu et j'ai pris des décisions qui ont changé ma vie. Je voudrais maintenant sauter à une question qui relève de la sociologie de la culture et qui consiste à savoir quel est le pouvoir d'une œuvre et quel est le pouvoir de celle de Memmi. J'ai un ami qui est un grand sociologue de la culture qui décrit le pouvoir des objets culturels comme des œuvres à partir de plusieurs catégories. Par exemple, la rhétorique adoptée par l'œuvre.
Ensuite, la résolution manifestée par l'œuvre, au sens où on dit que quelqu'un est résolu, c'est-à-dire la capacité à inciter à l'action. Troisièmement, la résonance de l'œuvre, sa capacité à trouver un écho chez un ou plusieurs publics. Et enfin, la rétention institutionnelle, c'est-à-dire la visibilité dont une œuvre bénéficie dès lors qu'elle est adoptée par une institution qui l'érige en emblème. Examinons alors le pouvoir de l'œuvre de Memmi en référence à ces critères. Rhétorique. La rhétorique des grands essais de Memmi a changé de nature avec le temps. Le style incisif, percutant de Memmi me frappe aujourd'hui par sa dimension modérée, par sa dimension pondérée, par sa dimension lumineuse, par sa dimension raisonnable face au fracas des clameurs maximalistes. La pondération de Memmi était une douceur qui pour moi était inattendue lorsque je l'ai rencontrée. Cette douceur émanant d'un célèbre polémiste me semblait ahurissante. En fait, elle s'est maintenue et elle s'est accentuée avec le temps. Deuxièmement, la résolution. La résolution de l'œuvre n'a pas changé. Elle fonctionne toujours avec la même efficacité, comme un guide pour les perplexes, comme un guide pour les égarés. Et excusez-moi si j'ai l'air de citer quelqu'un. Là, par exemple, la notion de judéité n'a cessé d'être comme un caillou dans la chaussure de la plupart des extrémistes. Et parmi ces extrémistes, je pense à Lévinas, qui a visiblement manifesté devant moi son horreur de cette notion. Et cette notion semble aussi irriter tous les théoriciens de ce que j'appelle l'inexistentialisme, depuis Shlomo Sand jusqu'à la Cassagne. Troisièmement, la résonance de l'œuvre a été immense parce qu'elle touchait à plusieurs problèmes majeurs, le colonialisme, le racisme, l'antisémitisme. Pourtant, à un moment donné, ceux qui combattaient ces trois mots se sont mis à diverger et à se combattre entre eux. En boitant le pas des joueurs de flûte de la concurrence victimaire, ils ont décidé de ne plus entendre un homme qui parlait au nom de toutes les victimes et pas de certaines d'entre elles. Enfin, la rétention institutionnelle. Je pense que nous faisons œuvre de rétention institutionnelle maintenant, tout de suite. Et c'est pas par hasard qu'on a commencé cette rencontre avec Guy Dugas. Mais il me semble que malgré nos efforts, la rétention institutionnelle de l'œuvre a été quasiment nulle. Hormis les critiques littéraires, les historiens de la littérature et des idées, nulle grande institution ne se réclame de l'œuvre de Memmi. Il n'y a pas de rue Memmi, il n'y a pas de lycée Memmi. Je sais par mes amis scandinaves, puisque j'ai vécu longtemps en Scandinavie, que Memmi a été un moment mentionné pour le prix Nobel. Hormis ceux qu'il avait mentionnés, tous les pays d'Afrique font rayer son nom de la liste. De même, la mouvance postcoloniale ne se contente pas d'ignorer le penseur, on s'y demande sans crainte du ridicule comment il a pu tomber si bas. Et je voudrais citer un texte d'une certaine Joanne Cox dans la revue d'études postcoloniales, qui se penche au chevet de Memmi comme une psychiatre au chevet d'un grand malade, et qui dit la chose suivante. Mon essai étudie les angoisses persécutives qui sont au cœur de l'ethnonationalisme juif à partir d'une étude de la métamorphose d'un juif tunisien, Albert Memmi, qui est passé du statut d'un champion des luttes de libération anticoloniale à celui d'un avocat du sionisme. Mon essai, poursuit celle-ci, invite à réfléchir sur une forme d'État qui puisse transcender les conditions de cette angoisse et le faire au nom de l'universalisme. Donc, il s'agit de ramener le pauvre Memmi qui s'est perdu dans les sables du côté d'un universalisme qui l'aurait trahi. Il me semble qu'Albert Memmi n'a jamais renoncé à son universalisme, mais qu'il le illustre au contraire jusqu'au bout.
Il me semble aussi que Fanon n'a jamais cessé d'hésiter sur sa place dans le monde. Et c'est pour ça que je voudrais maintenant, il me reste 5 minutes, 10 minutes. 1 minute. 1 minute. Oui. Ok, donc je voudrais raconter Frantz Fanon s'est perdu dans les cieux comme un ballon dirigeable. Il a eu un sort malheureux, non pas du baron de Munchausen, mais d'Icare. Il a choisi l'universalisme, il est passé du statut d'antillais à celui d'intellectuel français, mais une fois qu'il s'est retrouvé intellectuel français et universel, il a eu l'étrange besoin de prendre la nationalité algérienne, de devenir ambassadeur d'Algérie, de se convertir à l'islam. On assiste à un processus étrange qui consiste à s'élever vers la stratosphère de l'universalisme pour immédiatement replonger vers un particularisme étrange. Donc, ce que Memmi a analysé de façon brillante, c'est ce parcours tortueux qui amène Frantz Fanon à contredire tout ce qu'il est ou tout ce qu'il a été à un moment est contredit par le moment suivant. Et pour conclure cette présentation, je voudrais faire référence à un autre intellectuel que j'admire et qui utilise quasiment les mêmes mots que Albert Memmi. Cet intellectuel, c'est Michael Walzer. Et Michael Walzer dit qu'il ne faut pas imaginer que l'intellectuel universel ne s'installe dans l'universalité comme un voyageur s'installerait en première classe. L'universalité n'est pas quelque chose où l'on s'installe, c'est quelque chose que l'on conquiert et que l'on conquiert constamment. Et que très souvent, les intellectuels universels, une fois atteint leur statut universel, se comportent comme des acheteurs dans les soldes d'un grand magasin. Ils voient une pile de bonnes causes, ils voient une pile de causes tout à fait respectables, ils voient une pile de souffrances, et lesquelles vont-ils choisir? Comme les acheteurs dans les soldes, ils vont choisir les grandes marques. Il existe des souffrances avec des grandes marques et il existe des souffrances anonymes. Et ces souffrances anonymes, laissons-les à leur anonymat. Ce que dit Michael Walzer, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'être un intellectuel organique. Il ne s'agit pas simplement de faire de la pub pour le groupe auquel on appartient. Il s'agit de traîner avec soi le groupe auquel on appartient vers l'universalité. C'est ça l'universalisme. Et il fait la différence entre ce qu'il appelle un intellectuel, comment dirais-je, universel et un intellectuel connecté. Je crois que Memmi est le modèle de l'intellectuel connecté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette approche à la fois originale et anthropologique et spirituelle de l'œuvre de Memmi et de sa présence dans le monde. Je vais passer maintenant la parole à Patrick Vassor. Patrick Vassor est maître de conférence HDR de l'Université Caen Normandie. Il est le directeur du programme international de recherche en théorie critique à la Maison des recherches des sciences de l'homme et du CNRS de l'Université de Caen. Et il est le directeur de publication de la revue Illusio, qui est le dernier grand endroit de la défense de l'école et de l'esprit de l'école de Francfort. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment écrit L'homme superflu, théorie politique de la crise en cours, en 2012, Sexe, drogue et mafia, sociologie de la violence sportive, en 2010, mais qui a voulu tuer Charlie aux éditions du Bordelot en 2015. Je donne la parole maintenant à Patrick Vassor. Déjà, je voudrais dire bonjour à tout le monde et notamment aux personnes qui nous écoutent et qui nous font l'honneur de nous écouter. Je suis évidemment ému au moment de parler parce que, tout comme Antoine, j'ai eu Albert Memmi comme enseignant à Paris 10 pour ce qui me concerne. Et je dois vous dire que lorsqu'il faut évoquer Albert Memmi, on a l'impression, et je crois que tous les intervenants jusqu'ici le démontrent, que le temps est forcément trop court.
Et que même si on cherche à aller à l'essentiel est tellement large et profond avec Albert Memmi qu'on a toujours l'impression de rester aux marges de cet essentiel. Pour moi, Albert Memmi, c'est déjà un personnage solaire. C'est quelqu'un qui savait capter par sa simplicité, sa gentillesse et par, je dirais, son vécu, qui devenait une arme pédagogique lorsqu'il était en situation d'échange avec l'autre. Et donc, cette pédagogie lui permettait de rendre les choses les plus complexes relativement simples, ce qui est finalement une valeur incroyable. Et donc, chez lui, ce qui était intéressant, c'est qu'on a l'impression que la connaissance, son savoir, qui était malgré tout encyclopédique, malgré qu'il s'en défende, commençait toujours par le doute. Et le doute, il l'a eu jusqu'au dernier moment. J'expliquerai dans quelques minutes pourquoi, mais il m'expliquait il y a peu de temps que pour lui, parmi les arts, il y avait la peinture, la musique, la sculpture. Et il se demandait pourquoi cela existait. Et au fond, il répondait, mais évidemment sur le ton du doute, peut-être parce qu'à chaque art correspond un sens. Nous cherchons des réponses visuelles, auditives à nos questions, mais nous y trouvons également des émotions dont nous parlions ultérieurement. Et en fait, c'est ça qui est intéressant chez Albert Memmi. C'est que toute sa vie, il s'est présenté comme un rationaliste. Et il y a quelques années, il s'est tourné vers les arts comme une réponse potentielle, finalement, aux réponses que la ratio n'apportait pas. Et cette ouverture d'esprit chez un homme de son âge est, je trouve, exceptionnelle, parce qu'il trace un chemin intellectuel pour tous ceux qui cherchent à comprendre. Alors, je tiens à dire que avec Albert Memmi, nous nous sommes rencontrés il y a bientôt 40 ans. On ne s'est jamais totalement perdu de vue. Et dans les années 2000, lorsque j'ai créé la revue Illusio, c'est naturellement que je me suis tourné vers lui pour savoir s'il désirait faire partie du comité scientifique. Et bien évidemment, il l'a accepté parce que Albert Memmi ne tournait pas le dos aux gens qu'il croisait. Pour cette revue, il a d'ailleurs accepté de faire 2 entretiens qui sont des entretiens d'un très haut niveau sur le concept de compétition et également sur le concept, ou du moins l'idée que l'on peut se faire de la libido, de la sexuation. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un thème très polémique dans notre société, mais Albert Memmi avait également des réflexions sur ces sujets. Et c'est sur la base de ces 2 entretiens que j'ai décidé d'entreprendre un travail plus approfondi avec lui, à savoir faire un ouvrage d'entretien que malheureusement nous n'avons pas pu tout à fait terminer puisque nous devions faire un dernier entretien, un entretien bilan que le confinement pour cause de Covid nous a empêché de mettre en place. Mais ce que je vais vous dire relève un petit peu de ces derniers moments, malgré tout, qui traversent en même temps toute sa vie. Et ces concepts que je trouve très opérants aujourd'hui encore. Et ce que je voudrais souligner, mais comme les intervenants précédents, c'est ce côté très contemporain de la pensée d'Albert Memmi. Au fond, Albert Memmi nous a donné les clés pour comprendre non seulement cette société contemporaine, mais je dirais même qu'il nous a donné les clés pour comprendre l'avenir. Et cela m'interpelle. Je ne sais pas si c'est une question de sensation, si ce sont les hasards de l'histoire,
si Albert Memmi était finalement peut-être d'une finesse qui nous dépasse tous, ce que je n'exclus pas, mais il faut bien admettre que ces travaux sont rhizomatiques et qu'ils éclairent aujourd'hui, alors qu'ils ont été pour beaucoup développés à partir de situations qu'il a connues dans les années 30, 40, 50, 60, etc. Ces travaux permettent de comprendre ce que l'on vit aujourd'hui et les problèmes que nous allons connaître demain. Et cela, on le doit à une certaine forme d'imagination. Imagination des situations, parce que c'est très important chez Albert Memmi, il imagine ce que la situation est ou pourrait être, mais également une imagination conceptuelle. Je pense que l'un des meilleurs exemples est le concept d'hétérophobie, qui aujourd'hui est passé un petit peu à la trappe chez les intellectuels, mais que nous devrions, nous, connaissant le travail d'Albert Memmi, défendre et développer. Parce qu'au travers de ce concept d'hétérophobie, qui était chez lui un concept nullement négatif, on voit se développer d'autres concepts qui, eux, possèdent une dimension, une valeur négative. On pourrait parler d'arabophobie, pourquoi pas, ce qui est évidemment, généralement, compris comme quelque chose de négatif, alors que l'hétérophobie ne s'attachait nullement ni à une question de race, ni à une question de sexe, mais à une question de différence. Et là où il est intéressant, parce que je crois que la pensée d'Albert Memmi a, et c'est sans doute aussi l'intérêt de sa double position, même si j'aime pas parler de cela, parce qu'on a l'impression qu'il y a une frontière entre l'Albert Memmi sociologue et essayiste et l'Albert Memmi littérateur. Or, il n'y a pas de frontière, c'est exactement le même, et comme il l'expliquait lui-même, la littérature, la fiction permettait parfois d'expliquer le réel et de lui donner une autre dimension. Et cela est tout à fait essentiel dans son œuvre. Toujours est-il qu'il a cette imagination qui lui permet de créer les concepts qui n'existent pas, de manière à finalement expliquer ce que lui a perçu et que les autres n'ont pas perçu. Et donc, il y a chez Albert Memmi un discours qui est au fond corrosif. Derrière ce qui a été expliqué précédemment, derrière une immense douceur et un respect total des personnes avec qui il était capable d'échanger. Alors, il y avait cet esthétisme, et je vais vous raconter une histoire que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais donc avec cette histoire d'hétérophobie, Albert Memmi expliquait qu'il s'agissait évidemment de la peur de celui qui est différent, que ce soit pour un homme, la femme, pour un occidental, l'africain, l'américain, peu importe. Et lorsque je lui ai dit qu'en échangeant avec lui, j'avais tenté d'imaginer que l'on pouvait également avoir peur du changement, de l'altération, et que l'on pourrait peut-être développer un concept qui serait l'haltérophobie et qui pourrait être un complément à l'hétérophobie, il m'a dit avec son air malicieux et ses yeux rieurs, j'y avais pensé, mais figurez-vous que hétérophobie comportait 2 racines latines, alors qu'haltérophobie comportait une racine grecque et une racine latine, cela ne me convenait pas. Et donc, il y avait ce côté un peu esthétique et bien évidemment intellectuel qui était amusant, mais en même temps, c'était tout Albert Memmi que l'on trouvait là. Donc, j'aimerais aussi dire que là où Albert Memmi était surprenant, c'est qu'au fond, il arrivait sur les sujets essentiels là où on ne l'attendait pas. Sans doute que Albert Memmi va rester comme, d'une certaine manière, l'auteur de la domination. Il expliquait lui-même qu'au fond, il aimerait tout autant rester l'auteur de la dépendance que celui de la domination. Parce qu'au fond, cette dépendance retourne certaines formes de domination, la rendent complexe et dialectique. Et cela lui était tout à fait essentiel, lui qui n'utilisait jamais ces termes-là, quasiment.
il était totalement dialectique. Alors, pourquoi Albert Memmi va rester et est un personnage et un intellectuel essentiel? Parce qu'aujourd'hui, jamais le racisme, peut-être, n'a été autant discuté partout de par le monde, en finalement luttant contre le racisme, mais en faisant réémerger les concepts de race, ce qui est relativement contradictoire. Jamais les antispécistes, puisque c'est ainsi que l'on en parle aujourd'hui, n'ont eu autant de tribunes, alors qu'au fond, la sagesse rationnelle d'Albert Memmi nous renvoie à la complémentarité et donc aux différences. Je voudrais, pour terminer, rappeler finalement que sans doute les travaux d'Albert Memmi vont rester comme des œuvres, non pas des œuvres du passé, mais comme des enseignements indépassables sur les interrelations de domination, de dépendance entre les peuples et généralement entre les groupes humains. Faire fi des enseignements d'Albert Memmi serait à l'avenir prendre des risques incommensurables pour notre avenir, j'en suis persuadé. Et il n'y a aucune facilité dans les travaux d'Albert Memmi. Derrière un semblant de naïveté, et c'est peut-être la force de ses travaux, parce qu'au fond, ils paraissent évidents, mais ils désarment l'évidence, ils la contournent, ils l'évitent, afin de montrer toujours la face cachée de ce que l'on croyait connaître ou maîtriser, et que finalement, nous ne connaissions pas réellement. C'est pour ça que les écrits d'Albert Memmi sont corrosifs. Ils le sont d'autant plus qu'à aucun moment, ils ne visent à l'être. Et utilisant, comme je l'ai précisé, le terme de dialectique du bout des lèvres, et il en était d'ailleurs de même du terme de praxis, sa pensée est cependant toute imprégnée, non seulement de dialectique, mais également de praxis. D'ailleurs, les portraits du colonisé, du colonisateur, ceux du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres ne mettent nullement en scène des situations manichéennes de domination politique. Et d'ailleurs, je voudrais rendre ici également hommage à Guy Dugas et du travail qu'il entreprend pour faire connaître ou reconnaître. Et reconnaître, c'est reconnaître évidemment Albert Memmi, mais reconnaître ou connaître à nouveau ses travaux. Pour Albert Memmi, il ne s'agissait pas de nier la domination. Hein, il en démontre finement et patiemment toutes les arcanes, sans jamais donner dans les présupposés faciles ou vulgaires. Et au fond, il montre la complexité d'une situation au sein de laquelle les relations d'interdépendance jouent un rôle très largement sous-évalué précédemment. Voilà, je voudrais dire, pour finir, que ce que Albert Memmi m'a sans doute appris, plus que toute autre chose, c'est que rien n'est jamais définitif, tout est toujours dans le doute et en même temps la conviction. Et c'était un personnage hors norme, et je pense que l'histoire, évidemment, nous l'apprendra une fois encore et mieux que jamais. Merci beaucoup, Patrick. C'était tout à fait lumineux ce que tu as dit et sur l'actualité de Memmi, qui n'est pas aux archives de la pensée, qui n'est pas à mettre aux archives de la pensée, mais qui est au fait un compagnon de route et un éclaireur pour aujourd'hui. Et je vais passer maintenant la parole à Annie Dayan-Rosenman. Annie Dayan est maître de conférences de littérature. Elle a été maître de conférences de littérature et de cinéma à l'Université Paris Diderot. Elle a publié de nombreux articles sur les écrivains juifs de langue française et parmi eux, en particulier, sur Albert Memmi. Parmi ses publications, il y a Les alphabets de la Shoah, paru au CNRS aux éditions 2007, puis en livre de poche en 2013, et puis La guerre d'Algérie dans la mémoire et l'imaginaire en 2014. Je donne la parole à Annie Dayan-Rosenman. Merci. Je voudrais pour commencer dire qu'au fur et à mesure, on m'entend ? Oui, très bien. Qu'au fur et à mesure que l'hommage se déroule, je suis en proie à une mélancolie de plus en plus forte, parce que je crois que c'est avec cet hommage que nous rendons tous à Albert Memmi
que j'enregistre enfin qu'il est mort. Et que ce que nous partageons aussi peut-être là, c'est la conscience de cette mort. Et nous nous rassurons, nous nous consolons, puisque nous savons que malgré cette mort, eh bien, chacun d'entre nous va garder un héritage, si je peux dire. Alors, on a évoqué la pensée sociologique, la pensée politique d'Albert Memmi, et il me revient d'évoquer son œuvre littéraire. Une œuvre considérable, une œuvre souvent innovante, importante, même si elle est voilée par l'importance de l'œuvre sociologique et souvent par sa première œuvre, la statue de sel, qui est toujours celle qui est évoquée, mais qui est aussi souvent réduite à une dimension informative ou platement autobiographique. Et donc j'aimerais commencer par quelques remarques sur le rapport d'Albert Memmi à la littérature et à l'écriture. Première remarque, l'œuvre d'Albert Memmi est littéralement fracturée par une césure historique. Il y a les romans qui sont écrits en période coloniale, qui ont leur propre thématique, on les connaît, aliénation, étrangement à soi, refus des valeurs du groupe, rapport de domination. Et puis, il y a les romans écrits après l'indépendance de la Tunisie, le départ des populations juives de Tunisie et du Maghreb, et c'est dont je n'évoquerai qu'un triptyque, le Scorpion en 69, le Désert en 77, le Pharaon en 88. Vous voyez que la veine romanesque est beaucoup plus rare et précieuse finalement que d'autres écrits. Des romans qui tous tournent autour de la thématique de l'exil, de la violence de l'histoire, d'une rêverie généalogique autour d'une fameuse médaille trouvée dans le sol de Tunis, mais je dirais marquée aussi et surtout par une reconnaissance des pouvoirs de l'écriture, de la dimension ludique de cette écriture et d'une réconciliation avec soi-même. Donc, d'une série de 2 romans au roman suivant, je crois qu'on passe de l'œuvre d'un jeune homme en colère. Et c'est ce jeune homme en colère dont nous avons tous évoqué l'écriture incisive, cette sorte d'énergie extraordinaire dans la dénonciation. Et nous passons de ce jeune homme en colère à un vieil homme qui a su atteindre la sagesse. Deuxième remarque qui me semble importante, c'est que l'œuvre littéraire, en fait, est la matrice de la pensée conceptuelle et des essais. L'écrivain part toujours de l'expérience vécue, mais ensuite, l'écrivain fait appel aux ressources de l'écriture littéraire parce que pour lui, elle est seule capable de rendre compte de la violence, de la complexité du réel, de la violence et de la complexité de ses protagonistes. Et en fait, d'un livre à l'autre, c'est toujours le même narrateur, Albert Memmi et ses doubles. Mais ces romans et ces essais vont transformer l'expérience propre et particulière en modèle généralisable, universalisable, grâce à la clarté de sa conceptualisation. Et je pense que si Memmi est un universaliste, c'est un universaliste qui est parti de son expérience particulière pour la partager, pour chercher ce en quoi elle est proche d'autres expériences. Je le cite, « C'est en partant de ma condition de colonisé, puis de ma condition de juif, que j'ai retrouvé la signification des autres conditions d'oppression, de cette relation générale d'oppression dans Portrait d'un juif. » Et un peu plus loin, je réfléchis là où cela me brûle.
Et cette phrase me semble extrêmement importante. Partir de soi-même, aller vers les autres, mais partir de soi-même et des siens. Et je crois que c'est en partie aussi ce qu'il dit dans son texte sur Fanon, c'est-à-dire que Fanon n'est pas parti de son expérience propre, en tout cas ne l'a pas creusée. On a souligné le lien presque organique entre la statue de Celle et Portrait du colonisé, dans la description de l'aliénation à soi, mais aussi dans l'évocation d'un temps immobile. La statue de Celle, c'est donc ce temps figé, ce temps sans passé, puisque Mémie parle de l'amnésie coloniale, et c'est un temps sans futur non plus, j'y reviendrai. Je profite d'ailleurs pour dire que toute l'œuvre de Mémie, si l'on allait d'un titre à l'autre, est inscrite dans le même imaginaire spatial, celui du désert, qui mêle désert, écriture, exil, présence à soi. Que ce soit bien sûr la statue de Celle, que ce soit Agar, renvoyée au désert avec son fils Ismaël, que ce soit le scorpion, bête du désert, que ce soit le désert en fait, ou le pharaon. Je voudrais faire le même rapport entre le triptyque, donc, en particulier le scorpion et le pharaon, qui traitent de l'exode et de l'exil des Juifs de Tunisie avec une très grande précision. En fait, ce sont des notations presque au jour le jour dans le scorpion. Et ce qu'il dit du concept d'hétérophobie, donc qu'il fabrique et qui me semble extrêmement opérant, beaucoup plus opérant que des concepts comme racisme ou xénophobie, parce que comme souvent chez Mémie, c'est un concept qui englobe tous les autres. Refus de l'autre, refus qu'il y ait de l'autre, désir du même, et Mémie va élargir ce concept d'hétérophobie sur le plan politique, puisque c'est à partir de l'expérience du départ des Juifs de Tunis, mais aussi du Maghreb, qu'il va parler de l'hétérophobie des jeunes nations. On passe de l'hétérophobie individuelle à l'hétérophobie des jeunes nations, et c'est sans doute cette hétérophobie des jeunes nations qui va expliquer dans le Maghreb décolonisé la question berbère, le départ des Juifs, et Mémie en parle à un moment où ce n'est pas encore recevable. Troisième remarque, le rapport à l'écriture, pour lui, est vital. L'écriture, chez Mémie, c'est le seul moyen de recoudre la déchirure, d'avancer vers soi-même, de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Et j'y viendrai tout à l'heure. C'est aussi le seul moyen de devenir un écrivain témoin, témoin justement du peuple, du groupe auquel il appartient et qui prend le chemin de l'exil. Dernière remarque préliminaire, je crois que l'on retrouve chez Mémie, dans l'écriture, le courage que l'on peut retrouver dans d'autres domaines. L'écriture chez Mémie, c'est une écriture sans concession. C'est une écriture où la recherche de la vérité enlève tous les euphémismes, où il est difficile d'expliquer aujourd'hui la rencontre de ma génération, même de la génération avant la mienne, avec la statue de Celle. La rencontre avec la statue de Celle, c'est la rencontre avec quelqu'un qui se dit, qui dit son groupe et qui renonce, qui refuse les facilités de la nostalgie, de l'idéalisation, du folklore, et qui dit les choses avec violence, je crois que l'on peut dire, oui, avec une forme de violence, mais c'est aussi, ce qui est très rare au Maghreb, l'irruption d'une subjectivité,
d'un individu qui parle d'un lieu d'énonciation excentré et qui, pour les lecteurs de Mémy, est enfin le lieu d'une identification possible. Il me reste combien de temps, Gérard? Rien du tout. Rien du tout. Alors je vais conclure. Je vais conclure en disant que le jeune homme en colère est devenu le témoin du départ de tout un groupe. Il est devenu sa mémoire. Cette phrase, nous fûmes, mais ne sommes plus. Mais le témoin, le jeune homme en colère est devenu témoin, mais il a gardé son courage. Et chacun disait ce qu'il avait retenu d'Albert Memmi, bien sûr, sa douceur, son amitié, cette espèce d'accueil extraordinaire quand on venait chez lui. Mais je voudrais juste rappeler 3 points. Au lendemain de l'apparition de Portrait du colonisé, on veut faire de Albert Memmi le prophète des nouvelles nations décolonisées. Et ce que Memmi va demander, qu'avez-vous fait? Comment un pays démocratique peut-il avoir une constitution où il est écrit que c'est un pays musulman? Que faites-vous de vos minorités? Quelles sont les règles démocratiques que vous respectez? Exit le prophète, c'était pas supportable. Memmi est sioniste. Il va en Israël et au colloque en 1972, au congrès sioniste, il affirme qu'il est important que les Palestiniens aient une solution étatique à leurs problèmes. Ce n'est pas dans un salon parisien, ce n'est pas dans les pages d'une revue, c'est très exactement au congrès sioniste de Jérusalem. 3e point, et ce sera le dernier, je crois que le dernier livre que les uns et les autres ont cité, Portrait du décolonisé, est peut-être une de ces dernières preuves de ce courage qui le pousse à dire ce qui n'est pas bon à dire, c'est-à-dire une révision permanente de sa propre pensée. Et je rappellerai que l'un de ses ouvrages fait état de cette rigueur de pensée, y compris par rapport peut-être parfois à ses propres glissements, à contre-courant. Penser à contre-courant, comme il le conseille, n'est pas ce à quoi nous assistons, on va dire, avec le politiquement correct. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Merci de cette présentation aussi de Memmi en homme 2 fois libre. Un homme libre en tant que sujet humain, et puis libre aussi dans le fait que, justement, il n'est pas aliéné à des postures et qu'il cherche le bien dire, et donc il fait et du côté du savoir académique comme du côté de la littérature, et que l'un comme l'autre sont des champs et des possibilités justement d'expression de ce qu'on appelle maintenant de façon qu'on croit dérisoire, des vérités, des justes vérités. Je vais passer maintenant la parole à Jean-Claude Kupperman, qui va à la fois conclure. Avec Jean-Claude, nous avons pensé cet hommage, nous avons voulu cet hommage. Il en a eu même le moment initiateur, et il est le directeur de la bibliothèque et des archives de l'Alliance israélite universelle. Vous savez combien ça compte et combien elle est importante, cette bibliothèque, et donc combien ce travail de directeur de la bibliothèque et des archives est précieux pour nous tous. Je laisse la parole à Jean-Claude. Merci Gérard, merci de me laisser la parole, et merci déjà à tous les contributeurs de cet hommage qui nous ont vraiment fait partager leur vision d'Albert Memmi, mais pas d'une manière sentimentale ni lacrymale, mais vraiment avec une réflexion profonde sur ce qu'a apporté cet homme dans la pensée contemporaine, et aussi avec cette vision d'un Memmi contesté, d'un Memmi critiqué, d'un Memmi dont la pensée n'a rien d'une évidence. Derrière moi, si vous arrivez à l'apercevoir, j'ai choisi une image qui est tirée des archives de l'Alliance israélite universelle. C'est l'école de la rue Malta Srira à Tunis. C'est l'école où Albert Memmi a passé
quelques années de son enfance et qui, comme vous l'avez entendu au tout début de cet hommage, qui a été si importante pour lui, puisque c'est ce qui l'a amené vers une certaine pensée, vers une langue, vers la langue française. Et ça a été le début de son voyage, en fait, vers le monde intellectuel. Et vous remarquerez, bien sûr, qu'au fronton de cette école, à Tunis, il y a un petit drapeau français. L'Alliance n'a évidemment pas à revendiquer Albert Memmi. C'est un des milliers d'élèves qui ont fréquenté cette école. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la bibliothèque de l'Alliance a peut-être un rôle à jouer parmi d'autres, parmi tous vos travaux, également en liaison, j'espère, avec tout le travail qui est accompli par Guy Dugas en particulier et par son institut. D'une part parce que c'est là où ceux qui le souhaitent pourront retrouver l'ambiance et les réalités de ce qu'était le monde juif des années du début du XXe siècle, en particulier à travers les archives de l'Alliance. Et je pense que c'est une ressource qui est absolument considérable et vraiment, vraiment importante. Nous allons aussi permettre à tous d'avoir accès à l'œuvre d'Albert Memmi, parce que finalement, il n'est pas si évident que ça de lire tout Albert Memmi, d'avoir accès à tous ses livres aujourd'hui. Et grâce à Dominique Memmi, qui a pensé, après la mort de son père, à nous confier une collection complète, en fait, voire même plusieurs collections complètes des œuvres d'Albert Memmi, y compris de ses traductions dans de très nombreuses langues. Donc, tous ces ouvrages vont être disponibles et accessibles à l'Alliance, et cela, j'espère, pourra vous aider à vous replonger dans son travail. Et également, je pense que ce sera important aussi de pouvoir regarder ce que nous avons conservé comme mémoire, et en particulier, je crois que nous pouvons contribuer à mieux faire connaître la réception d'Albert Memmi au sein du judaïsme français, au sein de la communauté juive, puisque là, vous avez évoqué beaucoup Memmi par rapport à Fanon, par rapport au monde colonial et post-colonial. Eh bien, je pense qu'il y a aussi des choses à voir, à apprendre et à redécouvrir sur Memmi au sein de la communauté juive, ses interventions dans les journaux, les différentes critiques, la réception de son œuvre dans la presse juive, et les polémiques également au sein de la communauté, avec Richard Marienstrass, avec Arnold Mandel, avec beaucoup d'autres. Ce débat très vivant qui fait que Memmi a été une figure là aussi contestée, bien entendu, au sein du judaïsme. Donc, je voudrais simplement, encore une fois, vous remercier Gérard, remercier Ariel Danan aussi, qui a été essentiel dans la réalisation de cette soirée. Dire, comme j'ai beaucoup aimé la phrase de Daniel Dayan, que Memmi a essayé de traîner son groupe vers l'universalisme. J'espère que dans le nom Alliance israélite universelle qui est encore porté aujourd'hui, il y a peut-être toujours cette volonté d'accompagner un mouvement vers l'universalisme, à connaître son identité, sa judéité, puisque c'est un des termes qu'il a forgé, tout en ayant un rapport au monde tout à fait ouvert. Donc j'espère que c'est une des leçons qu'on pourra maintenir et accompagner de l'œuvre d'Albert Memmi. Vraiment, encore une fois, un très grand merci à tous les intervenants qui ont donné quelque chose de très important et de formidable. Un grand merci à tous les auditeurs, tous nos zoomers que nous regrettons de ne pas pouvoir recevoir de manière plus conviviale, mais cela est dû aux circonstances, vous le comprendrez. Et vous savez, comme l'a dit Gérard, il y aura d'autres hommages, il y aura d'autres colloques, il y aura d'autres moments de rendre hommage à la pensée d'Albert Memmi, mais je crois que ce qui s'est dit ce soir était particulièrement important et particulièrement original. Voilà, je conclurai simplement cette soirée en vous remerciant tous et en
en disant que ce petit élève de l'Alliance, Albert Memmi, est devenu un grand homme, est devenu un symbole vraiment de la pensée de ce siècle. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Jean-Claude et merci à vous tous, hein, j'ajoute avec toi. Et évidemment, ce n'est qu'une invitation à avoir avec soi Memmi comme compagnon face aux adversités d'aujourd'hui. Merci, bonne soirée.